Bonsoir, votre magazine Stratégie revient ce mois avec 2 sujets inscrits dans la thématique pour vous aider à mieux comprendre comment consommer. Nous allons voir comment les bouillons culinaires sont fabriqués au Cameroun, mais également nous intéresser à la production des marmites artisanales. Au détour, votre santé nous préoccupe. 2 invités sur le plateau pour en parler, un économiste et un diététicien nutritionniste. Mais avant le sommaire avec Anissé Simon. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Au sommet de votre magazine ce mois, nous vous convions dans l'industrie des bouillons culinaires, un gigantesque marché à coût de milliards de francs CFA. Comment l'ingrédient est-il devenu essentiel pour certains dans de nombreux plats au quotidien? De quoi est-il fait? La bataille épicée des marques sur le marché local, c'est à suivre dans un document exclusif. Sur les traces des artisans locaux, nos reporters ont séjourné dans une unité de fabrication artisanale des marmites à Yaoundé. Caméra embarquée dans les coulisses des marchés et des ménages, vous saurez tout sur les bonnes recettes des cocottes artisanales. Pour commenter ces sujets à la table de Bertrand Didier Bouga, Samuel Fosso, nutritionniste, et Ariel Nitedem, économiste, sont nos invités grands témoins. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Cette édition de Stratégie consacrée aux bonnes recettes des bouillons culinaires et également au business des cocottes artisanales reçoit sur ce plateau pour commenter ces sujets et mieux les analyser le docteur Ariel Nitedem, il est économiste, et Samuel Fosso, diététicien. 2 invités donc. Docteur Nitedem, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Monsieur Fosso. Bonsoir. Je vous en prie. Merci. Asseyez-vous. Vous êtes tous les deux des acteurs de notre économie parce que vous, docteur Ariel Nitedem, par votre formation, vos activités au quotidien, vous suivez l'économie camerounaise qui est en pleine mutation, comme toutes celles du monde, et qui doit s'analyser à travers différentes industries, dont celle des bouillons culinaires, j'espère que je ne vous apprends rien, mais également du business des cocottes artisanales. C'est des sujets que vous connaissez. Bien entendu, pour un observateur averti de l'économie camerounaise que je suis, chercheur, il ne m'a pas échappé que ce secteur-là contribue, n'est-ce pas, à la croissance économique au Cameroun. C'est vrai que leur contribution n'est pas très significative, mais elle contribue quand même, les deux secteurs contribuent tout de même. Et ce serait bien d'y jeter un coup d'œil, d'en faire une analyse pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, n'est-ce pas, cette contribution. C'est ce que la rédaction de Stratégie fait, jeter un coup d'œil et faire un zoom sur les recettes, les bonnes recettes, il faut le dire, des bouillons culinaires et des cocottes artisanales. Nous avons sur le plateau, cela peut surprendre, un diététicien nutritionniste, Samuel Fosso. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Avec vous, nous allons aborder la question davantage, celle des bouillons culinaires qui, au-delà de ce business qui intéresse, et là je parle bien d'intérêt et de goût, crée quelques polémiques parce que souvent on se demande si ce sont des produits qui sont bons pour la santé. A priori, que pouvez-vous nous dire? Ce que nous pouvons dire tout de suite, c'est que les bouillons culinaires existent depuis les années 1909. Donc ce n'est pas d'hier, depuis les années 1900, premier élément. Et le deuxième élément, c'est que les bouillons culinaires sont arrivés en Afrique depuis les années 1950. Et il est important de dire qu'en réalité, dans le monde, les bouillons culinaires sont beaucoup plus consommés à près de 90% en Asie. Donc en réalité, qu'on ne donne pas, on a souvent l'impression que c'est des produits spécifiquement fabriqués pour la consommation en Afrique, ce qui n'est pas vrai. Donc ces produits consommés depuis les années 1900 sont sains pour la santé. L'essentiel, c'est de respecter au moins 2 choses, que les dosages en termes de sel et de glutamate soient respectés
et surtout qu'en termes d'utilisation, que la ménagère ou les restaurateurs ou même les industriels puissent utiliser la bonne dose de ces produits pour les préparations des aliments. Vous pourrez nous en dire plus tout à l'heure, mais déjà une fois de plus, qu'est-ce qui justifie qu'au Cameroun précisément, dans les plats au quotidien, l'on retrouve de plus en plus cet ingrédient devenu essentiel, cet additif qui vient assaisonner, alors que culturellement tout le monde dit non, nos grands-mères ne préparaient pas ainsi. Qu'est-ce qui justifie cette montée, j'allais dire en puissance dans nos repas de ces ingrédients-là? Je pense qu'on peut avoir deux explications. La première, c'est le fait que ce sont des exhausteurs de goût. En réalité, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont les exhausteurs de goût. Donc ça va permettre de relever le goût des plats. Et comme de plus en plus on aime des plats avec un goût relevé, c'est la première explication. Et puis, il faut le dire, c'est un produit qui est utilisé depuis quand même les années 1950. Donc avec les habitudes qui changent, on a apprécié cette saveur et maintenant on est devenu pratiquement dépendant de cette saveur. Alors, docteur Ariel Nitidem, avec vous, je voudrais évoquer le cas précis et on le soupçonne dans le propos de M. Fotso. Le bouillon en cube est devenu une industrie de plusieurs millions de dollars en Afrique subsaharienne. En 2016, pour les chiffres que nous avons par exemple, 65 milliards de bouillons culinaires fortifiés ont été vendus en Afrique centrale et de l'Ouest par le géant Nestlé, pour citer celui-là. Comment on peut comprendre la forte propension des Africains en général pour les bouillons culinaires? C'est vrai que là, on a compris avec le nutritionniste qu'on veut relever le goût, mais il y a là une sollicitation du pouvoir d'achat. Oui, disons qu'on peut convoquer deux facteurs pour expliquer cela. Ça peut être juste cette propension à consommer des produits importés par les consommateurs africains, parce qu'on a l'impression que ce qui vient d'ailleurs est toujours mieux. Ça peut être que ce produit s'est installé dans les habitudes. Donc là, c'est une opportunité pour les opérateurs économiques de savoir que voilà un marché porteur, non seulement pour le Cameroun, mais pour la sous-région, où on pourrait investir, transformer les ingrédients sur place. Cela permettrait donc de créer des jobs, des emplois décents au niveau du Cameroun et de la sous-région. Cela permettra, n'est-ce pas, de lutter plus efficacement contre la pauvreté et en passant de limiter le déficit de la balance commerciale. Merci Dr Ariel Nitidem pour ces premières précisions qui viennent corroborer ce que l'on va voir dans le reportage que nous propose la rédaction. Parce qu'à côté de Nestlé Cameroun, nous avons remarqué que dans les marchés abondent des bouillons culinaires d'origine diverse. Donc on y retrouve également des produits made in Cameroun, ce qui démontre à suffisance que la demande est forte. Mais alors, comment sont produits les bouillons culinaires dont nous raffolons tant dans nos repas? Estelle Nyangono, Brice Fotso et Francis Moukam partagent avec nous le secret du succès des bouillons culinaires. Reportage. Le jour se lève dans cet espace marchand de la capitale Yaoundé et déjà, ménagères et autres clients accourent vers les étals pour se ravitailler en denrées de toutes sortes. Dans ce coin du marché, des vivres frais, parfumés aux saveurs d'épices, sont exposés à même le sol. C'est non loin de là que nous rencontrons Anne, la trentaine révolue. Une fois par semaine, elle se rend dans cette épicerie à l'effet d'accueillir des bouillons culinaires pour rehausser le goût de ses repas. Généralement, j'utilise Maggi. Maggi, oui. Déjà parce que Maggi est moins cher et il est beaucoup accessible dans nos marchés. Il n'y a pas de budget proprement dit. Nous faisons avec les moyens que nous avons. Généralement, parfois, c'est à la fin qu'on achète nos épices. Généralement, c'est 25, 50 qui restent. On sait qu'on peut acheter 2 cubes à 25 et bon, c'est bon. Dans cette épicerie, des additifs alimentaires de toutes sortes sont commercialisés. Parmi eux, une fabrication de la maison. Secret, un mélange d'ingrédients locaux. Pépé, paprika, lentilles, verveine, artichaut, clous de girofle,
Njangsang, poivre blanc et noir moulu, le sachet de secret de 50 grammes est vendu au prix de 1500 francs CFA et celui d'1 kg à 5000 francs CFA. L'épicerie Nana, en dehors de son produit maison, est un véritable temple des bouillons culinaires. Ils viennent du Nigeria, de la Corée ou de la Chine et sont conditionnés dans des sachets de 10 grammes vendus à 100 francs CFA l'unité. Dans cette épicerie, en moyenne, une tonne de ces bouillons culinaires importés est vendue par trimestre pour un chiffre d'affaires moyen de 10 millions de francs CFA. Un petit indicateur qui démontre à suffire du succès de cet ingrédient devenu presque indispensable pour certains dans la composition de leurs plats. Une aubaine pour les industriels et commerçants. Face au géant Nestlé et son célèbre cube Maggi, de nombreuses marques locales ont investi le marché à l'instar de Kenza Market, Spiced Secret, celle de pâtes. Comment comprendre le succès de l'industrie des bouillons culinaires? Quels sont les ingrédients qui rentrent dans leur fabrication? L'ingrédient est-il nocif pour la santé? Nous avons fait une incursion dans les coulisses de la star de vos repas. Notre périple sur les traces des bouillons culinaires débute ici, au lieu-dit Biémassi École à Yaoundé. L'entreprise Kenza Market fabrique sa marque de bouillons culinaires depuis 2016. Thierry Fotso est le représentant de la marque. Kenza Market, c'est la cuisine de proximité, c'est la santé de proximité. On s'est dit, bon voilà, il était important de mettre à disposition des uns et des autres des épices moulues afin de leur permettre une cuisine plus rapide et plus efficace. Les bouillons culinaires Kenza Market sont à, je crois, c'est proportion 20-80, c'est-à-dire 20% de sel, 80% d'arôme. Et quand j'entends par arôme, quand je parle d'arôme, je parle des différents condiments et épices. Les bouillons culinaires, pour le moment, nous sommes à une moyenne de, je peux dire, 25 kilos par mois. Clous de girofle, curry, rondelles, curcuma, marinade poulet et poisson contribuent à la fabrication du sel épicé de Kenza Market, dont le sachet de 100 grammes est vendu au prix de 1000 francs CFA pour le seul bonheur de sa clientèle. Alors, je consomme Kenza Market déjà parce que, contrairement aux autres bouillons retrouvés sur le marché, j'ai remarqué à l'utilisation, parce que j'ai été prospectée, j'ai d'abord testé, j'ai quand même remarqué qu'à l'utilisation, c'est différent. J'ai l'impression, lorsque j'en consomme, qu'il y a une teneur en sel un peu moindre. Et par ailleurs, le goût, ça relève vraiment le goût des repas. Donc pour moi, c'est juste parfait, ça va. Mais une question demeure. Comment Kenza Market a-t-elle su tirer son épingle du jeu dans la production et la commercialisation des bouillons culinaires au Cameroun, en Afrique et en Occident? Pour en savoir plus, nous avons fait le chemin de la préparation de ce aide-maman des temps modernes en compagnie de Thierry Fotso et d'Amandine, responsable achat. Premier arrêt, le marché du Mfundi, lieu d'approvisionnement par excellence en vivres frais de la marque. Sur ce comptoir, céleri, persil, poireaux et basilic sont scrupuleusement analysés selon des caractéristiques bien définies. En moyenne et par semaine, Amandine effectue des achats de ce genre pour un montant de 15 000 francs CFA. Généralement, quand je vais au marché, je dois d'abord regarder les produits pour voir ceux qui n'ont pas de pesticides sur les feuilles. Regardez si le produit n'a pas déjà été, n'a pas fait des jours avant d'être vendu au marché.
Donc je demande à la vendeuse si elle vient de ramener les produits du champ, oui, pour pouvoir les vérifier. Chaque produit a chaque feuille, pour voir s'il n'y a pas d'insectes, de produits chimiques dessus. Et là, je peux payer et rentrer à l'usine avec. Parfois, les vendeurs ne sont pas très honnêtes. Donc, elles peuvent vous dire que c'est correct, mais dès que vous arrivez, par exemple, à l'intérieur du produit, vous trouvez soit c'est gâté, soit il y a des produits chimiques à l'intérieur, en fait, à la souche de la feuille du produit et aussi au niveau des racines. Cependant, dans l'optique de diminuer les coûts de production tout en assurant une qualité meilleure à ses produits, Kenza Market envisage nouer des partenariats avec des producteurs locaux. Bon, vu que nous sommes dans une perspective de croissance, nous pensons que pour être plus efficace et respecter un certain nombre de normes, il serait important de créer des partenariats avec des planteurs où nous pourrons nous-mêmes en champ contrôler la production afin d'être sûr qu'aucun produit chimique n'est ajouté et que le produit final que nous avons est un produit bio et propre à la consommation. Une fois l'étape de l'acquisition de la matière première faite, direction l'unité de production de Kenza Market au quartier Etoguébé. Dans sa cuisine, Kenza Market y a implanté un dispositif de production de haute facture. Bon, ici c'est l'usine de transformation. C'est ici que nos éléments, les éléments que nous avons pris au marché sont traités et conditionnés pour ensuite retrouver les étalages des boutiques Kenza Market. Bon, ici on a un moulin en maille qui nous permet donc d'écraser les différents ingrédients que nous devons composer, notamment le sel et les différentes épices que nous avons prises sur le marché. Nous avons tenu à avoir un moulin alimentaire, ceci dans le but de s'aligner quand même, de respecter les normes. Oui, nous avons choisi du plastique comme matériau parce que ça se nettoie facilement, ça s'entretient également facilement. Nous avons aussi nos déshydrateurs qui nous permettent de sécher des fruits et légumes. Ces déshydrateurs possèdent des étagères sur lesquelles on range les légumes ou bien les ingrédients que nous avons pris au marché tout à l'heure et nous permettent de sécher efficacement tout en respectant un certain nombre de propriétés. Donc c'est des tiroirs, c'est des caissons, nous mettons et on enfuit partout. La particularité de ces déshydrateurs, c'est qu'on peut contrôler la température. Et le fait de contrôler la température est très important dans le processus de fabrication de notre sel épicé. Parce que si nous ne respectons pas les normes de séchage, à la fin, on aura perdu tous les arômes qui se retrouvent dans ces ingrédients, les feuilles et les épices que nous avons pris. Ici, nous avons les différents récipients avec lesquels nous travaillons et nous rassurons que cela respecte un certain nombre de conditions d'hygiène. Vous savez, tout à l'heure, on a dit que le sel épicé était constitué de 20% de sel et de 80% d'épices. Donc cette balance nous permet de calibrer et de savoir exactement les mesures et les quantités exactes que nous devons introduire dans notre mélange. Bon, ici, nous avons notre thermosoudeuse qui nous permettent de sceller les emballages. Une fois que le sel est conditionné dans ces emballages, nous scellons à ce niveau-ci. Bon, la première difficulté que nous rencontrons au quotidien, d'abord, c'est l'acceptation du consommateur, les habitudes alimentaires. Les consommateurs aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui de convaincre un consommateur d'abandonner un bouillon de cuve dont il en a l'habitude pour s'attacher par exemple à notre sel épicé. Et c'est notre combat quotidien à mener les uns et les autres à prendre conscience du fait que la consommation des bouillons de cube présente un danger pour notre santé et que nous devons adopter une attitude saine afin de préserver cette santé-là. En moyenne, 25 kg de sel épicé sortent mensuellement de cette unité de production, ce qui permet à cette jeune entreprise de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 15 millions de francs CFA et de se projeter vers l'avenir avec la construction sur 600 mètres carrés de la prochaine usine. Bienvenue dans les nouveaux locaux de production de Kenza Market.
Vous êtes la bienvenue. Je vous invite à y entrer et faire la visite guidée. Bon, Kenza, vu dans sa politique d'extension, a pensé qu'il était important de réserver un cadre à la production. Et cet espace donc est dédié à la production. Et du matériel, l'équipement nécessaire ont été commandés. Et nous sommes donc en passe de recevoir cela d'ici peu. Et nous pensons qu'après réception, nous allons installer les locaux. Donc la disposition sera évidemment, on va compléter avec des bacs de traitement comme ceci. On en a 2 ou 3 encore qui arrivent. On a des placards de rangement également qui arrivent et des tables de transformation qui arrivent. Donc comme vous voyez, on est dans un processus vraiment d'une industrie. Et on voudrait montrer aux uns aux autres que c'est faisable, que c'est possible de partir de rien pour arriver quelque part. Et cet espace est dédié à l'agriculture hors sol. Nous allons développer dans cet espace une agriculture hors sol afin de produire nous-mêmes les ingrédients que nous utilisons. Exhausteur de goût. Les bouillons culinaires ont un franc succès auprès des ménages et des lieux de restauration, même si très souvent au centre de la controverse pour ce qui est des effets sur la santé. Pour en savoir plus, nous avons rencontré au Centre national d'obésité de l'hôpital central de Yaoundé le docteur Martine-Claude Etoga, endocrinologue. La composition des bouillons culinaires, c'est essentiellement du sel. Et le plus gros parmi ces éléments, c'est comment on dit, le glutamate monosodique, qui est vraiment l'élément clé des bouillons culinaires, qui à vrai dire n'est pas nocif, parce que c'est considéré, comme je l'ai dit, des additifs alimentaires. D'abord, on les classe même dans le gros sigle des gras, GRAS, pour dire Generally Recognized as Safe, donc inoffensif pour l'être humain. Donc ce sont des additifs alimentaires et puis associés à cela, on a des arômes, des extraits de viande, des extraits de légumes et certains conservateurs pour éviter bien évidemment la putréfaction de ces aliments-là. Le glutamate expose au long cours à développer une obésité. En fait, ça entraîne une résistance à la principale hormone qui régule les graisses dans l'organisme et l'appétit. Donc à force de consommer au long cours, on commence à avoir un peu plus faim et on prend du poids et l'obésité avec le long cours va exposer à l'apparition d'un véritable diabète, notamment le diabète de type 2. L'autre chose aussi, c'est qu'en dehors de ce facteur d'obésité, ça crée une dépendance. Il y a une dépendance au niveau du système nerveux, dépendance telle que l'on observe avec la nicotine dans le tabac et autres, qui fait que le consommateur, dès qu'il a commencé, il en redemande encore un peu plus. Donc, ce cercle vicieux, le fait d'en demander encore plus et ce facteur d'obésité contribue vraiment à exposer, à développer un diabète. De l'autre côté, sa composition en sel, normalement, qui est censée être 3 fois inférieure à celle qu'on a dans le sel de cuisine, fait qu'avec, c'est un peu le paradoxe parce qu'avec son goût appétissant, son goût sucré, on a envie d'en mettre un peu plus. Donc du coup, sur une préparation initialement salée, on en rajoute encore et ça fait que notre consommation en sel augmente. L'OMS recommande 5 grammes de sel par jour. Donc si on a déjà préparé avec du sel et on rajoute ces bouillons culinaires, on en consomme un peu plus et on est exposé à faire de l'hypertension artérielle. Donc l'erreur à ce niveau vient plutôt de la part du consommateur qui rajoute généralement à une nourriture déjà salée, rajoute ces bouillons culinaires. Cependant, le marché se porte toujours bien. Les chiffres en disent long. En 2016, par exemple, 65 milliards de bouillons culinaires fortifiés ont été vendus en Afrique centrale et de l'Ouest par le géant Nestlé. Malgré la prolifération des marques sur le marché local, son produit phare, Maggi, continue de séduire auprès d'une clientèle de plus en plus nombreuse. Quels sont les ingrédients secrets d'une telle réussite? Nous sommes allés chez Nestlé Cameroun. L'étoile qui brille là-bas, c'est pour moi. Les billets violets là, c'est pour moi. Douala, capitale économique,
D'en avoir à l'autre bord de la rive, à son entrée ouest, une multitude d'usines qui font de cette ville le poumon économique du Cameroun. Parmi les usines installées ici, la multinationale Nestlé, productrice des bouillons culinaires Maggi, objet de notre visite. Située au lieu-dit Bonendale, l'usine de Nestlé Cameroun existe depuis 1992 et s'étend sur une superficie de 26 500 mètres carrés. Employant 400 personnes, l'usine de production de Nestlé Cameroun dispose selon Hilaire Yeye, IPNCE Manager, d'une technologie de pointe, conforme aux standards de Nestlé dans le monde entier et garantissant une production optimale des bouillons culinaires Maggi. Alors les bouillons culinaires qui sortent d'ici, c'est les cubes, le cube 4 grammes que l'on connaît, et puis la variété de tablettes. Donc, tu as la tablette crevette, tablette poulet, tablette arôme, le nouveau bébé, et puis tablette tomate épices. L'usine est certifiée, elle a toutes les certifications ISO requises pour fonctionner dans le domaine. Et au-delà de ça, nous avons ce qu'on appelle en interne le système d'amélioration continue de Nestlé, qui s'appelle Nestlé Continuous Excellence, où aujourd'hui l'usine est en train de... On a passé la phase Total Performance phase 1, et maintenant on est en train de passer à un niveau de maturité 3, et l'usine est en pleine mutation en fait. Oh, t'es mon meilleur. Pour en savoir plus sur le process de fabrication de l'étoile, nous avons marqué un arrêt au département de la logistique, porte d'entrée de la matière première. Selon Étienne Niteng, Factory Logistics Supply Chain Manager, 3500 tonnes de matières premières sont acquises par mois par Nestlé Cameroun pour la production des bouillons culinaires Maggi, soit 1000 tonnes localement, et 2500 tonnes de matières premières sont importées et stockées dans ce magasin d'une superficie de 5500 mètres carrés. On a deux types de fournisseurs. On a des fournisseurs locaux et des fournisseurs à l'étranger. Donc, dépendamment de ce type de fournisseurs, pour les fournisseurs locaux, on a un seul mode d'approvisionnement. Les produits viennent par camion directement sur notre site. Pour les fournisseurs à l'étranger, on a deux types de modes, soit l'aérien, soit le maritime. Pour les matières premières importées, on a l'Asie, la Chine qui nous fait plusieurs types d'ingrédients. On est actuellement dans notre centre de distribution. Il a une capacité de 12 000 palettes pour le stockage de nos matières premières et de nos produits finis. En moyenne par mois, on charge 2000 tonnes, soit près de 250 000 cartons de produits finis qu'on livre à tous nos clients dans la sous-région et dans le Cameroun. Et en termes de sous-traitants qui travaillent avec nous pour la manutention, pour la préparation des commandes, on a en moyenne 65 employés et dans les 65, il y a une dizaine de femmes. Offrant un assaisonnement enrichi en fer et en iode, valeur nutritionnelle abordable qui aide les individus et les familles camerounaises à lutter contre les carences en micronutriments, Maggi, comme nous l'explique Loveline Tambang Application Group, est grâce à la diversité de ses ingrédients, une solution nutritionnelle abordable. In the production of culinary bouillon in Cameroon, particularly Maggi Cube, we find different ingredients like salt, which is we make 50% of our recipe. We have garlic powder, you have onion toasted, you have clove powder, you have oil, you have iron, which is basically for the fortification of this particular Maggi cube. Maggi, first of all, is good because it's a seasoning cube. It's made of ingredients, spices, and as Africans, particularly Cameroonians, we love eating spiced food. So Nestlé thought it that for us to ensure that we have this spice food, we can transform our fresh ingredients like parsley leaves, like onion and like garlic into powdered form, transform them in a form that each mother at home can buy it at a very affordable price. Dans cette usine, Maggi détient à elle seule 85% du volume de production annuel, soit 30 000 tonnes de cubes Maggi produits ici par an
est desservie au Cameroun, au Gabon, au Tchad, à Sao Tomé, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et enfin en République du Congo, sous l'œil aguerri de Yannick Djomani, Production Manager. En termes de capacité de production, nous avons des machines de grande vitesse qui peuvent permettre de produire en moyenne 1500 cubes par minute par machine. Et en termes de technologie déjà, il faut déjà commencer par dire pour produire Magie, nous avons deux principales étapes. La première étape, c'est l'étape de fabrication, où nous produisons de la masse complète. Dans cette étape de fabrication, nous avons un mélangeur, nous avons aussi un tamiseur et nous avons aussi des équipements qui permettent d'assurer la sécurité alimentaire de nos produits, notamment des détecteurs de métal. Maintenant, dans la section conditionnement, nous utilisons des presses qui nous permettent d'obtenir des cubes ou des tablettes. Et nous avons aussi des emballeuses qui permettent d'emballer nos bouillons Magie. Ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango, tu me rends fou, tu es mon goût, je m'en fous. Ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango, tu me rends fou, tu es mon goût, je m'en fous. Et en bout de ligne, nous avons des compteuses qui vont permettre notamment de pouvoir assurer la quantité qu'il faut dans chaque sachet. Et enfin, nous avons des cellophaneuses qui vont permettre de souder et de sceller les sachets. La ressource humaine dans nos départements, déjà, elle est jeune, elle est très diversifiée. Nous avons des hommes, nous avons des femmes. Certains ateliers sont tenus par des femmes essentiellement. Et nous misons beaucoup plus dans la diversité et avec un personnel formé, capable de pouvoir délivrer avec une production élevée nos bouillons magiques. Ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango, tu me rends fou, tu es mon goût, je m'en fous. Ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon goût. Passé l'étape de la production, Magie se déploie dans les marchés pour la promotion, la distribution et la commercialisation de ses produits. Tenez par exemple, un cube Magie de 4 grammes coûte 10 francs CFA. La tablette L coûte 25 francs CFA. Le paquet de 100 cubes Magie de 4 grammes chacun coûte 900 francs CFA. Et l'arôme Magie de 60 grammes coûte 750 francs CFA. Ce qui permet à Nestlé Cameroun de réaliser des ventes énormes, comme ici au marché New Deido dans la commune d'arrondissement de Douala 1er, où 5 millions de cubes Magie sont vendus mensuellement. Un résultat satisfaisant qui, selon Madeleine Gormo, Culinary Category Development Manager, doit ses lettres de noblesse à la qualité de ses ingrédients que l'on retrouve sur le marché local. Nous avons environ 400 marchés, 415 au marché plus précisément. Et sur les 415 au marché, nous avons 200 qui sont permanents et 215 autres qui sont des marchés périodiques. Et principalement ici, nous sommes au marché New Deido, comme vous avez pu le voir. Nous avons environ 750 mamies dans ce marché qui chaque jour vendent nos bouillons. Mais une mamie, c'est une commerçante. Comme vous pouvez les voir, elles ont leur petite table. Elles peuvent avoir une petite table, elles peuvent avoir une boutique où elles vendent principalement les épices. Quand on parle d'épices, vous savez ce que c'est. C'est du poivre, c'est tout ce qu'on peut avoir, c'est de la tomate, c'est des céleri. Mais à côté de ça, elles vendent aussi les bouillons culinaires. Parce que les bouillons culinaires accompagnent la femme dans sa préparation. Ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon goût. Dans un souci d'amélioration continue, Magie est une marque qui a un impact social certain à travers ses 4 engagements internationaux. L'engagement que nous avons pris, c'est éduquer les populations sur la consommation des bouillons culinaires et la consommation du sel. Pourquoi? Il faut savoir que les bouillons culinaires Magie contiennent déjà du sel. Et en utilisant les bouillons Magie, vous n'avez pas besoin d'utiliser du sel. Pour 6 personnes, vous avez besoin de mettre soit 5 cubes, soit 2 tablettes et vous ne rajoutez pas de sel. Sur l'horizon 2020, nous devons diminuer le sel de 22% dans nos bouillons. De plus en plus aujourd'hui, les gens sont sujets aux maladies, soit cardiovasculaires, soit à l'obésité. Et donc, Magie a pris l'engagement d'aider les gouvernements
à lutter contre ces pathologies. Le troisième engagement est celui de nous approvisionner localement en matières premières. Ce que nous avons aujourd'hui comme matière première que nous prenons sur le Cameroun à 100%, c'est l'huile de palme. Nous avons également le sel. Nous sommes en train de travailler sur le manioc pour pouvoir avoir l'amidon ici parce que vous savez que l'amidon fait partie des ingrédients de magie. Nous nous sommes engagés aujourd'hui à communiquer, à être ouverts et transparents sur les ingrédients de nos bouillons culinaires. Et comme ingrédient, sachant que le bouillon culinaire, c'est 100% d'ingrédients naturels. Ce sont les épices de chez nous que l'on trouve dans nos marchés. Je prends par exemple l'exemple. Voilà le piment que nous avons là-bas. Nous avons le piment dans le cube magie. Voici la tomate ici chez notre mamie là. Nous avons ce qu'on appelle le glutamate. Le glutamate, en fait, c'est un extrait de la tomate qu'on presse. On obtient donc les cristaux. C'est ça qu'on appelle du glutamate. Et aujourd'hui, les gens indexent le glutamate parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. À côté de cet ingrédient, qui est un exhausteur de goût, il faut le rappeler, nous avons le poivre. Le poivre, nous avons là. Nous avons du curcuma. Je ne pense pas qu'il y en ait à côté. Nous avons, pour certains, du persil. Pour l'exemple du magie poulet, c'est le persil. Et pour le cube magie étoile, c'est plutôt du céleri. À côté de ça, nous avons le clou de girofle, que nous tous nous connaissons. Il n'y a pas de formol dans le cube magie. Il n'y a pas de formol. Ce qu'il y a dans le cube magie, c'est de l'amidon. Et nous savons tous que le sel permet de conserver les aliments. Nous le faisons au village de façon traditionnelle lorsque nous avons notre viande. Nous y mettons plein de sel, juste pour que la viande puisse être conservée. C'est de la même façon, il n'y a pas de rajout pour stabiliser le cube magie. C'est du sel, qui est un conservateur naturel. Et maintenant, nous avons toutes les autres épices. Voilà principalement les ingrédients de nos bouillons magie, mais seulement à chacun sa sauce. Je le mets dans la sauce, je tourne la sauce. Plus qu'un bouillon culinaire, Magie est un concentré de bienfaits pour la santé et le goût. Nestlé, à travers Magie, crée de la valeur pour la société. La marque est ainsi une illustration concrète de la mise en œuvre de la raison d'être de Nestlé, qui est d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain pour les individus et les familles du Cameroun et de l'Afrique centrale. Voilà, messieurs, pour ce premier reportage consacré aux bouillons culinaires qui font recette, pas seulement pour les entreprises qui les produisent, mais également pour les ménages, pour nous les consommateurs, fans de bons plats au goût bien relevé. Et on constate, Dr Ariel Nitedem, que dans nos marchés, sous forme de cubes ou de poudre, des bouillons culinaires fabriqués localement ou importés inondent. Il y en a à grande suffisance. Mais comment apprécier surtout, c'est peut-être pas une bataille, hein, mais cette montée, cette introduction dans le marché des autres marques, des jeunes Camerounais ou Camerounaises qui proposent des choses, mais surtout ceux qui tentent de diminuer le leadership, on va l'admettre, des produits labellisés Cube Magie. Oui, il faut dire que l'initiative est bonne, on doit l'encourager, mais elle est encore marginale, à savoir que Nestlé occupe pratiquement près de 99% du marché. C'est vrai qu'on a une bonne nouvelle, d'après ce que je viens de suivre. Ils fabriquent au Cameroun, ils emploient beaucoup de Camerounais, mais on souhaiterait que tous les ingrédients soient achetés localement. C'est ce qu'on souhaiterait, que Nestlé augmente la part des ingrédients achetés localement. Cela dit, si l'État recherche un domaine, un secteur où il peut créer des champions d'industrie, voilà un secteur porteur. Le marché est là, entretenu par une société Nestlé, qu'on connaît bien, qui a pignon sur eux au Cameroun. Mais il serait temps que l'État, n'est-ce pas, encourage et promeuve, n'est-ce pas, les champions d'industrie dans ce secteur. Qui eux aussi ont des recettes très appréciées. Bien entendu. La petite part qu'ils se font dans le marché. Quand on observe, on se rend compte que si cette société avait un peu plus de moyens, si elles étaient accompagnées, elles feraient davantage devant le géant. Parce que je me méfie toujours des sociétés qui deviennent trop grandes. C'est un monopole et on sait ce que le monopole fait à l'économie. La concurrence profite aux consommateurs. Le monopole est un danger
pour le consommateur. Et ce n'est pas au Camerounais qu'il faut dire aujourd'hui, parce qu'on a d'autres secteurs, le secteur du poisson notamment, où le monopole a fait flamber les prix. Alors, vous parlez de monopole dont l'on se méfie et peut-être qui commence à susciter de la contradiction, pour dire le moins, dans le marché auprès du public. Les consommateurs, on le voit, M. Samuel Fotso, trouvent parfois à redire. Certains ont choisi de s'attaquer à la qualité des bouillons de cubes proposés par l'entreprise Nestlé sous le label Maggi, d'ailleurs avec d'autres arômes que l'on connaît. Vous qui êtes diététicien, est-ce que c'est l'analyse que vous ferez? Est-ce que c'est le constat que vous faites? Est-ce que les produits que l'on cite sont dangereux pour la santé? Bien, je pense que c'est une préoccupation assez grave et il faut interpeller la science. C'est très important de le dire. Qu'est-ce qu'on reproche généralement à ces produits, des exhausteurs de goût? De façon globale, deux choses. La première, c'est l'apport en sel. Et la deuxième, pour le cas des exhausteurs de goût, le glutamate. Il faut dire que par rapport au glutamate, ça existe depuis les années 1900, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a eu 3 technologies en termes de production et de production. La première, à l'époque, c'était d'abord l'extraction. Donc on devait extraire ces protéines au niveau, par exemple, des protéines du blé. Et après, il y a eu une évolution. On a continué par la synthèse chimique. Et ça revenait d'ailleurs plus cher. Et aujourd'hui, la troisième opération qui est faite, c'est la fermentation. Donc à partir des micro-organismes qu'on va élever, ça va produire ces acides aminés qu'on va appeler glutamate, qu'on va utiliser comme élément de saveur dans ces produits. Donc ça, c'est important. Et maintenant, en ce qui concerne le sel, pratiquement la moitié, par exemple, pour on prend le cas du cube, qui est le plus utilisé, est constitué de sel. Donc, l'élément important, c'est qu'on puisse éduquer les consommateurs à l'utilisation en termes de quantité à utiliser dans les préparations et aussi éduquer les consommateurs pour savoir que ces produits apportent par exemple du sel, donc réduire les utilisations de sel dans leur préparation. Donc, pour me résumer, on doit savoir que par exemple, pour les produits Maggi, c'est 4 grammes un cube. Donc, dans les 4 grammes, nous avons environ un peu plus de 2,5 grammes de sel. L'OMS nous recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Donc, si dans une préparation, vous utilisez déjà 2 cubes, ça signifie que vous êtes déjà au-delà de la recommandation en termes de consommation de sel de l'OMS. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, par exemple, si on veut utiliser ces cubes, on devrait utiliser par exemple 1, 2, 3, 4, maximum 5 dans une préparation de 6 personnes. Donc, en réalité, on devrait consommer moins d'un cube par jour pour être sûr qu'on ne va pas dépasser les doses en termes de sel et on ne va pas dépasser les doses en termes de glutamate. Et pour donner une indication, pour le glutamate, on devrait être autour de 0,1% à 0,8% de glutamate sur le poids de l'aliment utilisé de façon globale. Alors, M. Fotso, vous êtes d'avis avec moi, après ces explications justifiées et pertinentes au plan scientifique de dosage, qu'il va être difficile pour la ménagère dans sa cuisine de savoir quelle est la part de cubes à utiliser ou pas. C'est tout simple. Oui. Dans une maison, pour une préparation de 6 personnes, ne pas dépasser 5 cubes. De façon précise, ne pas dépasser 5 cubes. Et lorsqu'on utilise déjà jusqu'à 5 cubes, ne pas rajouter du sel. Et si vous aviez un choix à faire, vous, en tant que nutritionniste, diététicien, entre les cubes et le sel? Oui, le sel, c'est du sel qui est aussi un exhausteur de goût. Oui. Maintenant, la particularité du cube, c'est qu'il y a le glutamate qui, effectivement, va relever le goût du plat. Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, il y a des études qui ont démontré que, par exemple, l'alimentation de personnes âgées, on a tendance à utiliser ces produits pour relever le goût, pour les aider à avoir plus d'appétit et à manger un peu plus. Donc, en réalité, c'est une question de dose. Le décès de ma mère était la chose la plus douloureuse que j'ai vécue.
j'étais anéanti et ruiné financièrement. Mais grâce à la prise en charge et l'accompagnement de Diaspo Assure, j'ai pu prendre un billet d'avion, retourner dans mon pays natal et m'occuper dignement des obsèques de ma mère. Diaspo Assure, la distance, plus jamais un obstacle. Donc, il faut vérifier le dosage, mais là encore, docteur Elintedem, au plan économique, il faut aller voir les équilibres. Nous avons une production en sel au plan naturel, en tout cas, il y a une industrie pour cela, et là-dessus, le Cameroun est peut-être en meilleure position par rapport aux concurrents. Puis viennent les bouillons de cube, où nous avons de la peine pour ce qui est des entreprises locales, naissantes, il faut aussi le dire, à faire concurrence à ce géant des bouillons culinaires, en tout cas, pour bien parler de Nestlé Cameroun, de Nestlé. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Est-ce qu'il faut également encourager à nouveau, et ça en lien avec la question du choix à faire, encourager à nouveau la consommation du sel en lui-même pour que là aussi, ceux qui produisent, distribuent, commercialisent le sel, voient leur industrie mieux se porter? Je crois qu'il y a un acteur qu'il faut convoquer ici, la NOR, l'agence de la norme, qui doit, n'est-ce pas, créer des normes qui permettent de vérifier, de s'assurer que ces dosages sont respectés, au final, que la consommation ne nuise pas à la santé, que ça ne vienne pas un problème de santé publique. Cela dit, je ne pense pas qu'il faut mettre face à face les producteurs de bouillons culinaires et ceux du sel. C'est aux consommateurs de savoir faire un bon usage. Et si la norme met en place des normes bien élaborées, il n'y a pas de raison que la population ne puisse pas faire la part. Alors, le cube Maggi, il a longtemps dominé les marchés, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres entreprises qui existent. Et pour sortir de ce sujet sur les bouillons culinaires, je voulais vous demander à tous les deux ce que vous pensez des bouillons culinaires de façon précise. Il y a l'histoire, il y a les faits économiques, il y a les raisons des consommateurs. Mais vous, en tant que consommateur, précisément, je voudrais vous poser la question ainsi. Vous avez une préférence pour ce bouillon culinaire-là parce qu'il est meilleur, parce que historiquement, il est sur le marché ou parce que vous ne savez même pas ce qu'on met dans votre repas à la maison? En réalité, je serais tenté de le dire, mais les habitudes de consommation nous ont imposé ces ingrédients. On les consomme partout, dans les fêtes, à la maison, dans les restaurants, sans toutefois avoir un impact, sans toutefois participer à la décision de ceux qui décident ou de ceux qui ont choisi d'utiliser telle ou telle quantité. C'est pour ça que nous souhaitons que pour nous autres, qui sommes tout simplement des profanes en la matière, que les pouvoirs publics et les institutions agréées, dédiées, fassent leur travail pour protéger le consommateur que nous sommes. Monsieur Fotso, je sais que vous avez une préférence, je connais votre préférence en la matière, donc je ne préfère pas vous poser la question, mais vous demandez à vous si ce qui se dit dans l'opinion. On a parlé de la santé, sans le dire précisément, mais certains laissent croire qu'ils font beaucoup de partage de textes, notamment dans les réseaux sociaux, pour dire que les problèmes cardiaques, par exemple, viendraient beaucoup plus de cette consommation, on va donc dire abusive, après avoir écouté vos explications des bouillons culinaires. Est-ce qu'il y a quand même une once de vérité, de fondement dans cette affirmation? Pour affirmer cette assertion, à savoir que les bouillons culinaires sont des précurseurs de certaines maladies, sur le plan scientifique, on ne peut se baser que sur des études, sur le plan scientifique. Et aujourd'hui, à ma connaissance, aucune étude sérieuse n'a démontré que ces produits consommés à bonne dose, j'insiste là-dessus, étaient précurseurs de maladies cardiovasculaires ou autres. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que, comme a dit tout à l'heure Dr Elintedem, il est important qu'au niveau du Cameroun, qu'on puisse élaborer nos normes, qui est au niveau du ministère du Commerce des contrôles pour s'assurer qu'effectivement les normes sont respectées et que nous devons éduquer les consommateurs au bon usage du sel en général et des produits tels que les bouillons culinaires en particulier pour ne pas dépasser les quantités recommandées par l'OMS.
Donc en réalité, et n'oublions pas une chose, le consommateur reste celui qui décide des goûts, des choix. Comme on dit souvent, des goûts ne se discutent pas. Donc il est important qu'on puisse éduquer et surtout contrôler pour s'assurer que les dosages sont respectés. Merci messieurs donc pour ces premières explications consacrées au bouillon culinaire, surtout à l'analyse des bonnes recettes à la fois pour l'économie et pour la santé. Je continue à échanger avec vous sur d'autres bonnes recettes, cette fois-ci celle consacrée à la production des cocottes artisanales. On va voir dans le reportage qui va suivre comment se porte ce business. Notre équipe est allée à la découverte de la production artisanale des marmites au Cameroun, des marmites qui, elles, doivent faire concurrence à celles qui sont importées. Reportage cette fois-ci signé Estelle Nyangono, Brice Fotso et Anonda. This is another DJ Cruise. Marché central de Yaoundé. En cette matinée du mois de janvier, l'espace marchand grouille de monde comme à son habitude. Clients et commerçants slalom entre les étals. Le marché étouffe au rythme des sons stridents de propagande publicitaire de tout genre. Au milieu de ce concert de fausses notes, une voix se démarque et attire l'attention du visiteur. Dans cet espace, des ustensiles de cuisine, objets de notre visite, meublent le décor. Marmites en inox et en aluminium de fabrication locale et étrangère sont exposées ici. À la manœuvre, Nyangono du Sud, le patron des lieux depuis 35 ans. Je vends beaucoup de marmites jusqu'ici et je vends des marmites importées et des marmites fabriquées localement par Alubassa et aussi par des gens qui font le métier de deuxième main, donc des gens qui brasent des aluminiums pour en fabriquer les marmites. Nous prenons des marmites de bonne qualité à un faible coût. Mais il y a d'aucuns, si trouver des marmites aussi à des prix élevés, ils vont tout acheter. Mais la plupart de ma clientèle préfèrent aussi la qualité et aussi ils connaissent la qualité, mais ils ont aussi des problèmes de prix. Une série de marmites comme celle-ci peut être dans une dizaine. Il y a aussi des marmites de 12 000 francs la série. Il y a aussi des marmites que nous vendons par pièce, d'autres à 5 000, à 7 000, à 3 000. Donc c'est à tous les bourses, jusqu'à même 100 000. Hein. Je peux même vendre des marmites de plus de 2 millions, même plus de 3 millions par mois. Le pouvoir d'achat est faible, donc je m'accentue beaucoup sur la réalisation du faible bénéfice, c'est-à-dire je réalise un petit pourcentage de bénéfices pour permettre à tous les Camerounais de s'approvisionner, de s'acheter les marmites. Un empire des marmites qui attirent des clients de tous bords. Moi j'aime les marmites inox, c'est durable, ça ne se change pas. C'est présentable devant les gens. C'est la qualité quoi. Puisque tu ne peux pas quitter chez toi pour venir au marché acheter de n'importe quoi. Si on choisit cette marmite, c'est parce que Nyangon vend du bien. Nyangon vend ce qui est bien. C'est pour ça que nous sommes ici. À côté des vendeurs des produits neufs comme celui-ci, d'autres préfèrent se ravitailler dans les brocantes, des espaces qui ont envahi nos rues, comme ici au quartier Essos à Yaoundé. Mon patron, lui, réside en Suisse et je suis au Cameroun en tant que son directeur. La brocante, c'est que quand il y a article, il y a marché. Et c'est un peu comme ça. Parallèlement à ces circuits de vente, et loin des industriels comme Alubassa, filiale du groupe Alucam, des artisans locaux offrent une alternative depuis plusieurs années
et propose des cocottes artisanales qui séduisent auprès d'une clientèle diversifiée. Dans quelles conditions sont-elles fabriquées? Qu'en est-il du rapport qualité-prix? Nous avons séjourné dans une unité de fabrication au marché Mokolo de Yaoundé. Mokolo, quartier réputé ayant en son sein l'un des plus importants marchés de la capitale Yaoundé, le lieu regroupe divers secteurs d'activité dont celui de la production et de la commercialisation des cocottes. Le long de cette ruelle, des marmites et autres ustensiles se taillent une place de choix. Pour les dizaines de milliers de marmites que l'on retrouve dans les ménages, c'est ici, au quartier Mokolo et Lobby, que tout commence. Comment? Nous avons commandé une marmite pour vous. L'histoire raconte que ce sont les Maliens qui ont implanté cette activité sur ce site marécageux de Mokolo. Moins nombreux aujourd'hui dans les affaires, les Camerounais ont repris l'art de la fabrication artisanale des cocottes en aluminium de fort belle manière. Maker, étudiant à l'université de Yaoundé 2 et âgé de 32 ans, est penseur de marmites ici depuis 10 ans. Avec lui, nous allons suivre le processus de fabrication d'une cocotte artisanale. On part à la base là où les gens achètent l'aluminium, donc les récupérations de l'aluminium. Par exemple, ça, ce sont les gens qui sont spécialisés dans ça. Il y a les gars qui cherchent dans les quartiers, qui les amènent ça et eux ils achètent pour revendre à ceux qui fabriquent les marmites. Ce serait mieux qu'on aille de ce côté-là pour mieux voir l'endroit. Oui. La matière première se trouve ici, dans ce dépôt de matériaux de récupération composé en majeure partie de vieilles tôles, de pièces de voitures et de marmites usées, collectées dans toute la ville et vendues ici par des ferrailleurs au prix de 500 francs CFA le kilogramme. C'est pour Isaga. Ça produit plus en marmite puisque c'est déjà un matériel pratiquement fait. Mais en tôle, il y a plus de saleté. Je me ramasse souvent dans le bac. Je me ramasse souvent, Dieu me donne ce que je mange. Je trouve au moins 2 kilos, 3 kilos, je viens peser, je vais voir ce que je mange avec. Tu peux même gagner au moins 2000, au moins 1000 francs, 3000. Ça dépend. Mais quand même, tu ne sais pas, un jour, il y a un jour que tu peux même gagner au moins 7000, 5000 comme ça. Et il y a un jour que même ça ne donne pas. Une fois l'étape de l'achat de la matière première faite, s'ensuit celle du transport de cette dernière vers les lieux de transformation. De part et d'autre de cette allée répugnante, en zone marécageuse, sont implantés une dizaine d'ateliers en matériaux provisoires. À notre arrivée sur le lieu, c'est un accueil plutôt froid qui nous est réservé. Notre présence semble déplaire à certains. Et ceci, malgré les négociations faites en amont pour faciliter le tournage. J'avais déjà arrangé avec Daouda, c'est Daouda que j'appelle. Nous sommes priés de quitter les lieux. Un autre accord de tournage sera finalement obtenu après négociation. Au bout de 4 jours, nous rencontrons André, un leader du coin. Âgé de 36 ans, André coordonne dès l'aube toute une chaîne de production artisanale. La première étape ici consiste à nettoyer et à restaurer le four. À la suite, il faut installer un dispositif de ventilation du feu. Ça s'arrange avec la terre, on arrange avec la terre. Vous voyez, non? Après d'avoir arrangé avec la terre, maintenant on met le charbon maintenant dans le four maintenant, on met le feu dedans.
Quand vous voyez voilà, la machine là-bas qui souffle le feu, en faisant le EM qu'on a mis en bas, le EM qu'on a mis en bas, le feu, ça s'ouvre dans le charbon maintenant, ça donne le fumée ici. Et l'étape de la préparation est dure combien de temps? La préparation du feu, du four. Pendant ce temps, l'on procède au tri de la matière première. Tôles, pièces de voiture et autres objets sont entassés et minutieusement sélectionnés par un tourneur. Ce jour-là, environ 100 kg de matières premières ont été achetés auprès des ferrailleurs pour un montant de 50 000 francs CFA. Il y a des fois que les gens épient l'amiant comme ça là, et mettent des fers dedans. Donc c'est rien que ça de discuter de l'amiant que de travail ici. Bon, c'est ça qu'on écarte comme ça pour voir si il y a quelque chose dedans, sinon. Ça là c'est bon. Ça peut donner 1 kg et 1 kg quelques grammes. Bon, c'est l'aluminium qui est ça. Là, le fer pèse plus que l'aluminium. On va juste buller ça. Après d'abord buller maintenant, le fer va descendre en bas. Comme vous voyez ça, non? La marmite en fer posée sur le feu est chauffée à 880 degrés. Les matériaux de récupération y sont incorporés au fur et à mesure par les tourneurs afin de subir la furie de la chaleur. Au même moment, tel un maître pâtissier, André façonne ses moules. Et mélange la terre, on mélange la terre pour que ça soit bien mélangé. Sinon, comme vous voyez, il y a toujours le boule que tu écrases bien. Tu fais la couche, on appelle ça, c'est la couche. Là, la mamie va se poser. Tu prends maintenant la mamie, tu poses là. Tu prends maintenant la terre. Tu charges là. Le trou que vous voyez là, c'est toujours comme le trou de respiration. Si tu fermes tout le trou ici maintenant, tu tapes la tête, ça ne doit pas respirer. Quand tu prends le bois, tu pousses comme ça. On prend la cendre. La cendre ici, on verse donc la cendre ici. La cendre là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire séparer les tableaux que je fais en bas et pour la mamie que je veux maintenant faire. On prend maintenant la cuillère. Tu prends les tuyaux. Tu pèses jusqu'à saturer la marmite. Bon, le trait là, c'est comme on appelle ça quoi, c'est comme le rétroviseur. Tu tapes la poudre maintenant, tu fais ton trait comme ça. Ouais, non. Tu vas se lever. Tu soulèves la marmite légèrement et bien. Et tu rentres. Tu poses là. Maintenant, c'est pour retirer la marmite. La marmite sort. Tu poses là. Tu mets la poudre ici. Bon, la poudre ici pour nous permettre que quand on coule l'aluminium maintenant, il n'y a pas vite sur la marmite. En plus, ça rend aussi la marmite lisse. On vient maintenant sur le couvercle. Bon, quand tu fais maintenant,
Je fais les gâteaux. Vous voyez comme le couvert est un peu bombé, comme ça, comme vous voyez là. C'est là que je fais aussi la terre. Je fais aussi la terre maintenant pour que ça soit aussi bombé. Comme ça. Après maintenant tu prends le couvert maintenant. Tu mets. Tu arranges comme ça. Il cogne ça. Et tu coins ça maintenant. Tu vas regarder si c'est bien plein. Vous voyez comment c'est plein, non? Après maintenant tu remets. Et tu mets maintenant, tu fermes le bord. Tu fermes le bord maintenant. Tu fais le tableau. Tu fais la même chose qu'on a fait sur la marmite. Tu vas mettre la cendre encore. Après maintenant tu prends le bord, le cadre ici. Tu poses là. Net comme ça. Comme vous voyez, ça c'est le moule. Le moule n'a pas besoin de la manche. Ça vient. Quand il y a la manche sur ça, on enlève. La manche vient comme ça, on enlève, la manche vient comme ça. Oui. Tu prends la terre maintenant. Tu poses la manche ici au milieu de la marmite. Et que tu poses ça, tu mets ta terre. On a fait le moitié bombé. Ça doit être bombé. Après tu regardes aussi la manche là. Si c'est bien droit. Avant de continuer. Après maintenant tu fais la même chose. Comme le trait que d'abord mis sur la marmite, on doit toujours faire la même chose ici. Pour te garder maintenant, quand tu vas se lever, tu vas encore poser. Dès que tu poses ça net, ça donne que c'est couvert, le couvert est déjà bien posé. Tu tapes la peau, maintenant tu traces. Pour que ça te guide bien. Après tu viens ici maintenant, tu crées le trou. Après maintenant tu soulèves. Tu enlèves maintenant la bague. Quand on va couler maintenant, la marmite va monter là-bas. Tu enlèves le couvert. Après tu souffles encore. Le petit air comme ça qui sont au bord là. Il faut que tu souffles ça. Pour que ça soit net. Comme le couvert. Après maintenant tu fermes le bord aussi. Puis que si tu ne fermes pas, là que je crée avec le lion, là, quand on va couler l'aluminium va sortir là-bas. C'est que l'aluminium c'est l'eau. Et ça coule aussi vite. Oui. C'est comme ça le couvert. Au bout de 4 heures, environ 30 litres d'aluminium liquide sont produits, puis versés dans les moules.
Une activité dangereuse au vu de la précarité des procédés. Comme vous voyez comment nous on travaille avec le babou, ça c'est pour que si l'avion entre dans ton pied, maintenant tu peux enlever facilement. Parce que si tu mets le pied, les chaussures fermées, si l'avion entre dedans, avant que tu enlèves, ça va te faire mal. Nous sommes dans une zone marécageuse. Quand il pleut, il y a l'inondation ici là quoi. Jusqu'à ça, nous avons petit maintenant de faire le travail encore. Au bout de 6 heures de travail, c'est une marmite comme celle-ci que nous obtenons. Elle sera commercialisée, mais avant sa commercialisation, s'ensuit une autre étape. Suivez-moi. De ces gargotes sortent des centaines de marmites en aluminium tous les jours avant de subir une autre transformation, celle du raffinage. À cet effet, nous retrouvons Macaire, présenté à l'entame de ce reportage. Il nous accueille dans son atelier de ponçage. En moyenne, il reçoit 30 marmites par jour afin de les polir, les rendre agréables au toucher et au regard. Voici le couvercle bien fermé, mettre la poudre pour protéger, puisque quand les clients viennent, ils touchent les empreintes qui restent sur la marmite. On met une poudre juste pour que la marmite soit protégée. À l'aide d'une lime pour taulier ou d'une machine, Macaire, comme ses 5 compagnons, gagne en moyenne 7 000 francs CFA par jour. Il travaille en moyenne 4 jours par semaine. Une activité qui expose cependant les praticiens à de nombreux risques. C'est un travail précaire, on accepte les conditions qui sont dedans. Mais quand même, la difficulté majeure, elle est physique. Et pourquoi vous voyez, je me trouve... Bon, on ne peut rien exiger à un patron au risque de se voir renvoyer du travail. Donc, on fait avec les moyens qu'on a. Malgré son caractère précaire, la commercialisation des marmites artisanales se porte plutôt bien. Selon le propriétaire de cette entreprise qui a sollicité l'anonymat, environ 400 marmites de fabrication locale sont vendues mensuellement ici. Pour une cocotte de 4 litres, il faut débourser 4 000 francs CFA. Celle de 8 litres coûte 6 000 francs CFA et celle de 20 litres, 12 000 francs CFA. Les poêles, quant à elles, coûtent 2 500 francs CFA l'unité, ce qui permet à cette jeune entreprise de réaliser un chiffre d'affaires moyen d'1 500 000 francs CFA. Ces ustensiles de cuisine trouvent leur place dans les cuisines des ménagères et lieux de restauration pour le seul bonheur des fins gourmets. Cependant, ces cocottes artisanales présentent des défauts de fabrication, notamment avec l'apparition des taches blanches, dues selon les fabricants des marmites, soit au mauvais traitement de l'aluminium lors de la fonte ou au vieillissement de ces dernières. Par contre, certaines utilisatrices comme Stella Mamia, rencontrées à son domicile, préfèrent se retourner vers des produits plus aboutis venus des entreprises comme Alubassa, la filiale d'aluminium du Cameroun. Elles sont faciles à l'entretien et généralement nous constatons qu'avec les autres marmites, il y a, quand on lave la marmite, quand elle n'est pas complètement sèche, il y a comme sur les côtés des dépôts comme de la moisissure blanchâtre et tout ça qui ne sont pas très hygiéniques. Donc c'est pour ça que je préfère mes marmites en inox. Pour cette série de marmites de contenance allant de 2 à 8 litres et cette poêle, Stella nous confie avoir déboursé environ 168 000 francs CFA.
Sur le marché local, cette marmite de 20 litres sortie des usines d'Alubassa coûte 28 500 francs CFA. Et pour ces séries de 5 marmites de tailles différentes, il faudra débourser environ 48 500 francs CFA. Pour ces cocottes de 30 litres, il faudra compter 20 500 francs CFA l'unité. Le secteur des cocottes au Cameroun est aussi et surtout envahi par des produits venus d'ailleurs. Dans les brocantes, désormais, les ustensiles de cuisine font partie des articles les plus visibles, comme ici au quartier Essos. Selon Tala, directeur général de cet espace marchand, ces cocottes à gaz ou électriques lui parviennent par voie maritime au moins 2 fois par an. Donnez par exemple, pour cette cocotte minute de 6 litres, la somme à débourser est de 55 000 francs CFA. Pour la cocotte simple de 8 litres, il faudra compter 18 000 francs CFA et 15 000 pour celle de 6 litres. Les poêles, elles, affichent au compteur un prix moyen de 6 250 francs CFA l'unité. Et pour un cuiseur comme celui-ci, il faudra débourser entre 12 et 35 000 francs CFA. Bon, on a souvent beaucoup de problèmes avec les clients au niveau de la garantie, puisqu'il y a beaucoup de clients qui préfèrent que la garantie soit 6 mois, 1 an, 3 mois. Bon, le plus souvent, ici chez nous, on a la garantie de 1 mois. Et les clients se plaignent que c'est petit. Bon, puisqu'ils se plaignent, je les fais comprendre le plus souvent que non, vous savez, c'est la brocante, ce sont les trucs déjà utilisés. Je ne peux pas moi, je ne donne même pas tellement la garantie, je donne le temps d'observation. Puisqu'à donner une garantie, c'est quand c'est toi qui fabriques le matériel que tu pourras donner la garantie, parce que tu sais combien de temps ton matériel va durer. C'est pourquoi moi, je préfère donner le temps d'observation aux clients. Aux côtés de ces ustensiles de cuisine, les cocottes de fabrication artisanale trouvent tant bien que mal un espace dans les cuisines, au gré de la bourse des utilisateurs certes, même si des efforts s'imposent au niveau des finitions. Cameroun, pays de Marol Jamba, la princesse Mangou, la Docteur Réalité Dem, je reviens vers vous après ce reportage consacré aux bonnes recettes de la production des cocottes artisanales. Ces marmites qui font concurrence cette fois-ci aussi à celles qui sont importées. De votre position d'observateur et d'analyste économique, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une défaveur dans la balance, une défaveur pour la production artisanale et locale? Oui, je dois dire qu'il faut saluer l'ingéniosité des Camerounais en la matière. Mais vous parlez justement de production artisanale. Je vois mal une production artisanale en train de faire concurrence avec une production industrielle. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà une société industrielle qui fabrique au Cameroun. Donc elles ont déjà affaire à cette société installée au Cameroun et affaire aux sociétés, n'est-ce pas, qui vont bénéficier ou qui sont en train de bénéficier l'avantage offert par des accords que le Cameroun a signés avec l'Europe. Je pense à l'accord de partenariat économique, et par une expérience avérée qui a été testée ailleurs. C'est bien d'avoir des Camerounais qui sont ingénieux, qui peuvent fabriquer de façon artisanale ce genre de produits pour le marché camerounais, mais c'est encore mieux qu'on passe très rapidement de la phase artisanale à la phase industrielle. Est-ce qu'on aura le même rapport qualité-prix? Parce qu'il faut souligner que les consommateurs, les clients rencontrés préfèrent ces marmites produites localement parce qu'elles leur offrent aussi l'avantage du prix. Justement, j'en arrive, on peut subventionner, n'est-ce pas, cette fabrication artisanale de façon à maintenir les prix pour le consommateur, quitte en même temps favoriser ou amener ces fabricants, ces artisans à développer leurs produits, à faire plus, à être plus compétitifs, parce que là, leur faiblesse en termes de compétitivité est liée aux quantités fabriquées. Parce que pour être compétitif, pour justement avoir accès
à un marché plus vaste, il faudra produire davantage. Il faut une offre abondante. Or, nous sommes là, au Cameroun, qui est, n'est-ce pas, la grande économie de l'Afrique centrale et même du grand voisin, le Nigeria, un marché de plus de 160 millions de consommateurs. C'est un marché à saisir, mais cette fabrication artisanale ne peut pas les permettre de saisir. Et demain, nous serons en face à la zone africaine de libre-échange, qui est en cours, qui va entrer en vigueur cette année. Ils sont à deux ratifications pour l'entrée en vigueur. Donc c'est bien d'avoir cette ingéniosité, mais c'est encore mieux d'aller vers une fabrication en quantité, en gardant la même qualité, ce qui permettrait non seulement d'avoir accès au marché plus grand, mais de vendre cette production locale, à meilleur coût. Ce savoir-faire camerounais, à ce coût-là, sera pouvoir, n'est-ce pas, construire une valeur ajoutée et contribuer davantage au PIB camerounais. Alors, vous avez parlé de quantité en subodorant que la qualité également est bonne. Ce n'est pas toujours ce qui revient des clients. Et vous voyez que le diététicien nutritionniste abonde dans ce sens-là. Et je voudrais lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait reprocher. Mais si on veut être positif, qu'est-ce qu'on devrait améliorer à la production des marmites artisanales au Cameroun? Oui, tout à fait. Je pense qu'il vaut mieux parler d'amélioration. Donc, il a parlé de subventions. Je vais parler plutôt, en plus, de l'accompagnement sur le plan technologique. Parce que vous allez voir que nos cocottes fabriquées artisanalement, pour ceux qui ont déjà eu à utiliser, il y a de l'alumine qui passe de la marmite vers les aliments qu'on consomme. Et on sait que sur le plan neurologique, l'alumine est vraiment toxique. Donc il est important que, tout à l'heure on convoquait la NOR, qu'on puisse élaborer des normes, qu'on puisse accompagner ces artisans pour améliorer la qualité de ces marmites, pour qu'on ne puisse pas consommer de l'alumine en consommant des aliments préparés dans ces marmites. Il est vrai que sur le plan concurrentiel, il y a au moins deux avantages parce que le volume de ce type de marmite fabriquée est adapté au type de préparation de chez nous, première chose. Et le deuxième élément, c'est que sur le plan culturel, ce sont quand même des marmites qu'on a longtemps utilisées. Non, même pour des raisons d'amour, entre guillemets, pour ces marmites, on aura toute tendance à les utiliser. Mais ce qui est important, c'est qu'ils puissent avoir une norme et surtout un accompagnement pour améliorer la technologie afin de ne pas continuer à faire consommer aux consommateurs de l'alumine qui est quand même toxique sur le plan neurologique. Merci M. Samuel Photo de dire qu'il est difficile de faire sans la célèbre macocotte. Tout à fait. Dans nos cultures. Et pour être cohérent avec ce qu'on a dit dans le premier reportage, est-ce que ici, nous disposons, à votre niveau, avec vos connaissances, d'études, de données scientifiques qui attestent de cette observation qui, elle, d'accord, peut être faite de façon empirique, mais est-ce qu'on a des données scientifiques là-dessus ou alors il faut encourager également il faut encourager la recherche, à documenter cette recherche parce qu'effectivement, c'est un de nos points faibles. C'est-à-dire nos problèmes locaux, de moins en moins, des études sont faites et parfois même des études sont faites, mais les publications restent au niveau des universités. Donc il faut qu'on puisse avoir des outils pour vulgariser tous les travaux de recherche qui sont réalisés dans notre environnement. Parce que, sauf si je me trompe, la recherche devrait d'abord apporter des solutions aux problèmes de notre localité, aux problèmes de chez nous. Là, c'est l'université au service du développement. Et nous avons un universitaire sur le plateau, Dr Ariel Nitedem. Voilà une préoccupation sociologique, sanitaire qui existe. Est-ce que, moi je vous pose encore la question tout naïvement et de façon candide, est-ce qu'il y a une étude, est-ce que vous avez des pistes? Qu'est-ce que vous pouvez suggérer? C'est vrai que tantôt, vous voyez que je me suis réservé à me prononcer sur la qualité de ces marmites. Et je me suis dit que de façon empirique, le consommateur, s'il continue à faire confiance à ces marmites, c'est peut-être qu'il n'en décèle pas. Et je voulais le dire tel que le consommateur l'exprime, docteur. Il va vous dire, nous on n'a aucun problème de santé depuis qu'on utilise ces marmites. Parce que tout à l'heure, le nutritionniste a dit on n'a pas de données scientifiques, donc on ne peut pas dire que les bouillons culinaires nuisent à la santé. Et ici, il dit, bon, de façon empirique, on observe. Et on peut donc se dire, quand ça vous arrange, vous rappelez qu'il faut attendre les études, et en d'autres circonstances, vous nous dites non. Voilà, c'est ce que je voudrais. Je ne voudrais pas rentrer dans ce jeu en attendant d'avoir une étude sérieuse. C'est vrai que là, on a fait, M. Photo fait le procès aux universitaires qui font une recherche beaucoup plus extravertie. C'est vrai, nous devrons encourager davantage nos chercheurs, mes collègues, à avoir une recherche endogène
parce que ce n'est pas les sujets de recherche qui manquent, les problématiques sont là. Et je profite pour dire que des chercheurs qui ont des prix Nobel en économie ou ailleurs l'ont fait sur des recherches, l'ont eu sur des recherches endogènes. On peut citer des exemples de Yunus Mohamed, chez lui au Bangladesh, ou de Alkeloff sur les marchés de seconde voiture aux États-Unis en 2001. Alors cela dit, je ne veux pas comme ça jeter l'anathème sur ces marmites. Non, en me prononçant on ne pourrait pas le faire, parce que nous avons déjà tous mangé tout à fait sur la qualité. C'est des marmites qui ont traversé le temps et même l'espace. Elles sont fabriquées pas seulement à Yaoundé, elles sont fabriquées ailleurs, dans d'autres villes camerounaises. Je crois que le savoir-faire camerounais en la matière, il faut le vanter ici. C'est l'occasion de le dire. Mais peut-être améliorer, ce serait bien d'améliorer, de rassurer. Et cela, justement, le renforcement des capacités au plan technique de ces artisans et serait une bonne chose. Et pourquoi pas, ils pourraient se mettre en groupe pour travailler en synergie, pour partager les bonnes pratiques en la matière. Et en cela, l'utilisation des TIC et des réseaux sociaux peut être intéressant pour eux de ce point de vue. Mais je dis, une fois de plus, il y a un marché pour ces marmites, il y a la demande. Et si, dans les nouveaux documents de référence en matière de planification stratégique qui sont en train d'être mis en place aujourd'hui, les autorités en charge recherchent des secteurs où on peut créer des champions d'industrie qu'on pourrait accompagner et amener, n'est-ce pas, à produire au Cameroun et à importer dans la sous-région et à prendre avantage, n'est-ce pas, de la zone de libre-échange africaine qui est en train de se mettre en place. Voilà notre secteur où les Camerounais font preuve d'ingéniosité, où un accompagnement des pouvoirs publics pourrait amener à créer de la valeur ajoutée, à créer plus d'emplois décents, parce qu'on peut facilement partir de cette fabrication artisanale à l'industrialisation de ce secteur. Docteur Alinité Dème, je suis presque tenté de conclure ce magazine dont nous arrivons au terme parce que vous avez bien résumé tout ce que nous voulions dire à travers ce reportage. C'est bien montré qu'il y a là une industrie camerounaise qui doit être encouragée. Monsieur Samuel Fotso, pour sortir, quelles recommandations vous formulez de façon générale à l'attention des Camerounais, ceux qui gouvernent, ceux qui consomment? C'était un peu les deux axes de vue de ce magazine. Mais évidemment, les opérateurs économiques seront bien sensibilisés. Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais pour que les produits à la fois consommés ou, je vais me répéter, produits localement demeurent bons pour notre santé? Puisqu'aujourd'hui, l'enjeu est là. C'est celui de la santé, quels que soient les bons chiffres que l'on fait au plan économique. Tout à fait. Ce que je peux dire, c'est que nous devons développer une politique de protection du consommateur. Et la politique de protection du consommateur va incomber d'abord au consommateur lui-même. Parce qu'on a souvent tendance à croire que c'est l'État qui doit protéger le consommateur. Donc le consommateur, par exemple, doit connaître les produits, connaître les critères. Lire une notice. Voilà. Par exemple, connaître les critères de qualité d'un produit. Ça, c'est important. Donc, et là, c'est par l'éducation. Et c'est notre rôle aussi, en tant que nutritionniste, d'éduquer les populations par rapport au choix des produits alimentaires. Vous parlez de notre cas. Donc, savoir qu'un produit manufacturé a des étiquettes. Donc, chaque fois, on doit lire sur ces étiquettes pour savoir qu'est-ce qui constitue la composition de ces produits. Et autre élément important, on ne devrait pas croire très facilement au ragot. Donc, il y a de la science qui existe, il y a des informations, il y a des sites, il y a le ministère du Commerce, l'ANOR et autres. Dans tous ces ministères, tous ces systèmes publics, l'ANOR, le ministère du Commerce, devraient effectivement élaborer non seulement des normes, mais faire des contrôles pour s'assurer que ce qui est prévu est effectivement ce qui est fait. Donc, double responsabilité. D'abord au niveau consommateur qui doit faire des choix éclairés, certes, mais aussi l'État qui doit accompagner le consommateur, qui doit garantir la qualité du produit pour le consommateur et l'accompagnement des artisans, l'accompagnement des opérateurs économiques pour améliorer la qualité du produit fini. Merci. Et docteur Alinité Dème, nous pourrions dire qu'il ne s'agit plus pour les opérateurs économiques, qu'ils soient nationaux ou étrangers, de chercher le gain à tout prix, puisque nous faisions là 2 reportages sur les bonnes recettes. Les bonnes recettes, c'est bien, mais la prise en compte de la qualité des produits, c'est essentiel pour une économie qui se veut viable. Oui, pour une économie qui veut être émergente, oui, il est temps qu'on commence à faire la promotion du Made in Cameroun. Et ce serait bienvenu
Nous sommes en train d'élaborer un document de référence, ce qui doit certainement être le DSC de deuxième génération. Il est question d'inscrire dans ces documents, dans la stratégie de développement de demain, celle qui va de 2020 à 2027, et le plan de développement national que je souhaite voir attaché à cette stratégie, des actions de promotion du Made in Cameroun, encourager les Camerounais à consommer camerounais et assister, accompagner les opérateurs économiques camerounais à mettre sur le marché des produits de qualité capables, n'est-ce pas, de compétir avec des produits venus d'ailleurs, parce que le consommateur camerounais, c'est un consommateur rationnel qui exige la qualité pour son argent comme tous les autres consommateurs. Merci, Dr Réalité Dème, pour ces explications, cette analyse, ce partage de la science qui est utile pour une meilleure consommation avec notre diététicien nutritionniste, M. Samuel Fotso. Nous avons pu voir, mesdames, messieurs, que les bouillons culinaires et les cocottes artisanales font de bonnes recettes dans notre économie nationale, mais qu'il faut encore veiller à la qualité, à la fois pour notre santé, mais également à la compétitivité de notre économie. Merci à vous tous qui avez suivi cette édition du magazine Stratégie. Merci à la rédaction qui est venue jusqu'ici à l'hôtel Hilton Yaoundé, notre partenaire que nous saluons bien chaleureusement pour cette édition qui inaugure la 4e année de production du magazine consacré à l'économie actuelle. Merci d'avoir regardé. Bonsoir. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Grâce au produit Jaspo Auto, à travers la Besat, j'ai pu envoyer mon véhicule en Afrique en quelques clics avec l'application Besat. C'est ainsi que je peux préassurer ma voiture à l'avance et dès sa sortie du port, elle sera automatiquement assurée. Jaspo assure, la distance plus jamais un obstacle.